Bonjour et bienvenue à cette deuxième vidéo consacrée au théorème spectral version forme quadratique. Je rappelle ici au tableau ce que nous avons démontré modulo 1 fait qu'on va démontrer immédiatement. Je rappelle au tableau ce qu'on a démontré dans la vidéo précédente. On a obtenu, et je rappelle aussi quelque chose qu'on va démontrer immédiatement, mais on a obtenu plein d'isomorphismes plus ou moins naturels entre, par exemple, ici, quand on choisissait une base entre les formes bilinéaires et les matrices, cet isomorphisme faisait se correspondre les matrices bilinéaires et les matrices symétriques. Désormais, on travaille sur R, et en particulier le cône fermé des formes bilinéaires symétriques positives et le cône ouvert des formes bilinéaires symétriques définies positives correspondent aux cônes fermés ou ouverts respectivement des matrices symétriques et des matrices symétriques définies positives. Ok, alors ceci demandait de faire un certain choix de base, de choisir une base. La partie d'en bas, qui est la partie qui va nous intéresser désormais, ne demande pas de choisir une base de V, mais de choisir un produit scalaire sur V. Et on va voir immédiatement qu'une fois un produit scalaire choisi sur V, vont se correspondre de manière bijective, et c'est peut-être pas tellement surprenant, puisqu'on sait que ça et ça sont isomorphes, mais vont se correspondre les formes bilinéaires sur V et les endomorphismes de V, et cette correspondance, cet isomorphisme linéaire, va faire correspondre les formes bilinéaires symétriques et les endomorphismes symétriques au sens de la structure euclidienne, c'est-à-dire auto-adjoints, qui sont déjà la même chose que... Bon, et les symétriques positifs et définis positifs de même. Alors il y a aussi un étage intermédiaire qui est l'étage forme quadratique, et là on a des identifications qui sont totalement naturelles, qui ne demandent de faire aucun choix entre les formes quadratiques et les formes bilinéaires symétriques, les formes quadratiques positives, les formes bilinéaires symétriques positives, les formes quadratiques définies positives et formes bilinéaires symétriques définies positives. Alors, donc, on va revenir sur ce point-là immédiatement, mais remarquons juste que choisir un produit scalaire, ça revient à choisir sur V, ça revient à choisir une forme binaire symétrique sur V, définie positive, et les formes binaires symétriques définies positives sur V, c'est exactement ce qu'on appelle les produits scalaires sur V, vous serez d'accord avec moi, ça correspond de manière biunivoque, grâce à l'une des deux identifications, soit aux formes quadratiques définies positives, soit aux matrices symétriques définies positives. Donc, quand on va énoncer le théorème spectral, sous sa version forme quadratique, on va utiliser le théorème spectral qui a lieu ici, le théorème qui nous dit que les endomorphismes symétriques au sens d'une certaine structure euclidienne sont diagonalisables, sauf que la structure euclidienne, ce ne sera pas une structure euclidienne quelconque, ce sera la structure euclidienne associée à une forme quadratique définie positive, qui n'est pas forcément le produit scalaire classique de Rn ou un truc comme ça, et qui va correspondre ici à une matrice définie positive A. Donc dans la version forme quadratique du théorème spectral, une version, par exemple la version matricielle du théorème spectral version forme quadratique, consiste à se donner une matrice symétrique définie positive A. Cette matrice symétrique définie positive A, elle correspond à un produit scalaire. Le produit scalaire nous donne une identification avec les matrices symétriques, par exemple, et les matrices symétriques définies positives. Les endomorphismes symétriques définis positifs au sens de cette structure euclidienne. Et quand on va exprimer le fait que lui est diagonalisable relativement à une base orthonormée au sens du produit scalaire qu'on avait choisi initialement là, on va obtenir exactement l'énoncé, version forme quadratique, du théorème spectral. Quand on y arrivera, on donnera plus de détails. Pour l'instant, on s'en tient à ça. Alors, donc formulons la proposition qui nous dit qu'il y a un isomorphisme une fois choisi un produit scalaire entre les formes binaires et les endomorphismes. On traite ça sous forme de proposition, si on veut. Donc, proposition, soit V un espace euclidien
donc un espace vectoriel réel de dimension finie munis d'un produit scalaire. On a un isomorphisme linéaire, disons, entre les endomorphismes de V et les formes bilinéaires sur V, qui va prendre un endomorphisme U et recracher, on va lui donner un nom à ce truc, on va l'appeler bêta, disons, et recracher une forme binaire qui ne sera pas forcément symétrique, mais qu'on va noter bêta indice U, et qui sera définie par la formule suivante, où pour tout U endomorphisme de V, et pour tout vecteur X, Y de V, on pose bêta U, qui est censé être une forme bilinéaire. Donc bêta U en XY, nous définissons ça comme le produit scalaire de UX contre Y. Alors, c'est une vérification très simple que de montrer que ceci est bien une forme binaire, donc que bêta va bien des endomorphismes vers les formes binaires de V dans R. Ça, c'est très simple, c'est la binarité du produit scalaire et la linéarité de U qui va vouloir que bêta U est bilinéaire. On vérifie de manière immédiate aussi que bêta est linéaire, c'est-à-dire que bêta de U1 plus lambda U2, c'est bien égal à bêta de U1 plus lambda bêta de U2. Vérification tout aussi simple, qui consiste juste à couper, ici on aura du U1 plus lambda U2, X scalaire Y, à couper ceci à ce niveau, et ensuite à utiliser la binarité du produit scalaire pour transformer bêta de U1 plus lambda U2 XY en bêta de U1 XY plus lambda bêta de U2 XY. Donc c'est très simple de démontrer à la fois que ceci est bien binaire pour tout U et que la correspondance bêta est linéaire. Ok, alors il reste à démontrer, donc là on a montré pour l'instant qu'on a une application linéaire qui est bien définie, il reste à démontrer que bêta est un isomorphisme, et puisqu'on travaille en dimension finie, il suffit de démontrer que bêta est soit injective, soit surjective. Peut-être le plus simple, c'est de dire que bêta est injective. Faisons ça au propre. Donc, on vérifie sans difficulté, alors primo, que quel que soit U endomorphisme, bêta U est bilinéaire. Et deuxièmement, que quel que soit U, U1, U2, endomorphisme, et quel que soit lambda le scalaire, on a bêta de U1 plus lambda U2 qui vaut bêta U1 plus lambda bêta U2. Donc que ceci est bien défini, et il reste à démontrer que bêta est un isomorphisme, et donc, on va le faire ici, bêta par ailleurs est injective. Pourquoi? Prenons un U dans le noyau de bêta. Je rappelle, ça signifie un endomorphisme de V, tel que pour tout XY, UX scalaire Y est nul. Donc, il reste U endomorphisme de V, tel que, quel que soit X, Y dans V, on est produit scalaire de UX contre Y égale à 0. Alors, si je me donne un X quelconque, je vais avoir que UX est nul, puisque quand je calcule le produit scalaire de UX contre lui-même, c'est-à-dire quand je choisis Y égale à UX dans cette équation, j'obtiens que la norme au carré de UX est égale à 0, et ceci pour tout vecteur X. Donc, on a alors, quel que soit X dans V, en prenant Y égale UX,
que ux égale à 0, puisque ux égale à ux va valoir 0. Donc ceci montre bien que U est l'endomorphisme nul, et bêta est injective, puisque son noyau est réduit au singleton 0. Alors bêta est injective, linéaire. On a déjà vu que les formes bilinéaires ici, c'était le premier résultat qu'on avait énoncé dans la première vidéo sur le théorème spectral version forme quadratique. On sait que l'espace vectoriel des formes bilinéaires est de dimension n2, qui coïncide avec la dimension de lui. Donc puisque c'est injectif et qu'ils ont la même dimension, on en déduit que bêta est un isomorphisme. On écrit ici. Donc, comme Ant V et Bil V sont de dimension finie égale, N2 où N c'est la dimension de V pour simplifier, bêta étant injective, entre des espaces vectoriels de même dimension, bêta est un isomorphisme. Très bien. Alors, on a donc établi que un produit scalaire permet d'identifier les formes bilinéaires aux endomorphismes. Et quand on regarde la définition, il est clair aussi que cette correspondance va faire correspondre les endomorphismes auto-adjoints aux formes bilinéaires symétriques. Donc, voyons voir, si U était auto-adjoint, j'obtiendrais que bêta U de xy est égal à ux scalaire y, donc peut-être que je vais l'écrire. Donc si U est auto-adjoint, j'obtiens que ceci est égal à ux scalaire y, puisque U est auto-adjoint, ça c'est x scalaire U de y. Là, on exploite le caractère auto-adjoint, et ça, par symétrie du produit scalaire, c'est U de y scalaire x, et par définition, ça c'est bêta U de yx. Très bien. Donc bêta, comme c'est annoncé ici, fait correspondre aux formes bilinéaires symétriques, peut-être qu'il faudrait faire aller la flèche vers ici, bon c'est pas très grave, fait correspondre aux formes bilinéaires symétriques, pardon, aux endomorphismes auto-adjoints, symétriques au sens de la structure euclidienne crochet, les formes bilinéaires symétriques. Là, on a juste démontré que tout endomorphisme auto-adjoint produit une forme bilinéaire symétrique, mais ils ont même dimension à nouveau, nn plus 1 sur 2, ou nn moins 1 sur 2, il faudrait voir, nn plus 1 sur 2, dans les deux cas, et donc comme c'est un isomorphisme linéaire, c'est forcément aussi surjectif, etc. Donc en effet, les formes binaires symétriques et les endomorphismes auto-adjoints, cette correspondance les met eux aussi en bijection. Très bien, alors on va effacer le tableau de droite, et on va énoncer enfin le théorème spectral sous sa version forme quadratique. Et ensuite la version matricielle de ce théorème spectral version forme quadratique. Alors, donc, donnons la version forme quadratique pure, soit Q et Q de forme quadratique sur V, avec Q majuscule définie positive. Oups. Alors, il existe une base Q majuscule orthonormée
Donc là, c'est ce qu'on imagine, une base telle que pour la forme binaire symétrique sous-jacente phi, qui est par définition donc un produit scalaire, tel que ce soit une base orthonormée au sens de ce produit scalaire phi. Alors il existe une base Q orthonormée qui soit Q minuscule orthogonale. Et la deuxième version, c'est la version matricielle de ce théorème, soit A, je vais faire dans l'autre sens, soit B et A de matrices symétriques, de taille n à coefficient réel, c'est Sn de R, pardon, soit B et A de matrices symétriques réelles de taille nn, avec A définie positive, alors il existe une matrice P, qui sera une matrice inversible, telle que peut-être qu'on le dit comme ça, allez, on l'écrit comme ça, transposer P à P soit égal à la matrice identité, et transposer P BP soit diagonale. Ok, donc comme je disais tout au début de la vidéo, alors on va bien sûr donner la démonstration de ça, mais avant de se lancer dans la démonstration, ce théorème, surtout la version matrice comme ça, est utile quand vous avez à manipuler simultanément deux matrices symétriques dont l'une est définie positive. Et vous trouverez dans les exercices classiques du chapitre, vous trouverez un certain nombre d'exercices qui nous placent dans ce cadre où on a deux matrices symétriques, ou peut-être symétriques quelconques, ou auquel cas on fait un argument peut-être de densité si elles sont positives, ou au moins une matrice symétrique définie positive et une autre matrice symétrique. Et dans ce cas, c'est très utile d'avoir une telle décomposition, l'existence d'une telle matrice, qui va produire ces résultats-là. Très bien, alors passons à la démonstration du théorème spectral version forme quadratique. On suppose que P et Q on les considère introduites par l'énoncé du théorème. Alors, on va exploiter la correspondance qui est fournie entre les formes binaires symétriques, c'est-à-dire les formes quadratiques, et les endomorphismes auto-adjoints au sens d'une structure euclidienne, dès lors qu'on a choisi en effet une structure euclidienne. Et la structure euclidienne qu'on va choisir, ce sera la structure euclidienne associée à Q, qui est par définition une forme quadratique définie positive, mais à nouveau, c'est la même chose que une forme binaire symétrique définie positive, en tout cas c'est canoniquement isomorphe, c'est-à-dire un produit scalaire. Donc disons ça, donc soit crochet, on va peut-être pour plus de clarté noter crochet indice Q, le produit scalaire associé à la forme quadratique définie positive Q. Ce produit scalaire ici nous permet maintenant d'identifier les formes binaires symétriques, ou de manière totalement équivalente les formes quadratiques, aux endomorphismes auto-adjoints au sens de la structure euclidienne pour le produit scalaire indice Q. Donc, on a grâce à ce produit scalaire un isomorphisme linéaire entre les formes quadratiques sur V, qui sont canoniquement isomorphes
aux formes binaires symétriques sur V. Et c'est là qu'intervient donc le choix de ce produit scalaire. Ceci va donc s'identifier aux endomorphismes symétriques au sens de la structure euclidienne crochet indice Q. Et cet isomorphisme linéaire, c'est cette identification orange. Très bien. Alors, on a une donnée supplémentaire du problème qui est la forme quadratique Q minuscule. Et Q minuscule vit, puisque c'est une forme quadratique, ici, et va correspondre donc à un endomorphisme auto-adjoint qu'on va noter U indice Q. Et U indice Q, par définition, étant auto-adjoint, satisfait donc, quel que soit x, y dans V, le produit scalaire de UQ de x contre y, au sens du produit scalaire de Q, est égal au produit scalaire de x contre UQ de y au sens du produit scalaire Q. Donc ça, c'est juste le fait que ce soit auto-adjoint, symétrique au sens du produit scalaire Q. Et vu comment on a fait la correspondance, on a, quel que soit x dans V, Q de x, qui est donc la forme linéaire associée à Q calculée en xx, est égal à UQ de x scalaire x au sens du produit scalaire Q. Très bien. Alors, UQ est un endomorphisme symétrique pour la structure euclidienne machin, produit scalaire indice Q. D'après le théorème spectral, version endomorphisme, d'après la version endomorphisme du théorème spectral, UQ est diagonalisable en base Q orthonormée. Ok. Alors, on va voir que ceci entraîne en effet... en fait, on a quasiment déjà fini. Là, je devrais dire aussi, pour un peu plus de clarté, donc, notons phi Q, la forme polaire de Q, de sorte que Q de x soit égal à phi indice Q de x, x, et que phi de x, y soit égal à 1 demi de Q de x plus y moins Q de x moins Q de y. Alors, donc là, on a juste rappelé la forme polaire qui provient de cette identification-là. Q vit à ce niveau, et la forme polaire, c'est la forme binaire symétrique qui lui est associée, qui vit à ce niveau-là. Alors, ce qu'on va démontrer, c'est que si on se place dans une base de diagonalisation, donnée par des vecteurs Q orthonormaux pour UQ, alors ceci constitue une base qui est orthogonale au sens de phi Q. Donc, soit B égale E1 En, une base produit scalaire indice Q majuscule orthonormée de vecteurs propres pour UQ.
Donc l'assertion, c'est que cette base est une base phi-q orthogonale. Alors cette base est phi indice q orthogonale. Ça, c'est très simple, on va vérifier. Donc, soit I et J différents entre 1 et n. Soit donc 1 inférieur à I différent de J inférieur à n, deux entiers. On va essayer de calculer phi-q de EI, EJ. Phi-q de EI, EJ, c'est égal à, donc on va le vérifier, UQ de x. Ah, peut-être qu'il faut que je vais me prendre un peu de place parce qu'il y a quelque chose, une propriété que je dois énoncer et que je n'ai pas encore énoncé, mais qui est très simple, qui est, on va l'écrire ici, donc remarque, quel que soit x, y dans V, on a phi-q de x, y est égal à UQ de x scalaire y, au sens du produit scalaire q. Alors vérifions ça rapidement. Donc phi-q de x par polarisation, c'est 1/2 de q de x plus y moins q de x moins q de y. Donc ça, c'est la formule de polarisation qui nous a permis de définir phi-q. Maintenant, UQ a été défini en sorte que q de x soit égal à UQ de x contre x. Donc ceci est égal à 1/2 de UQ de x plus y, scalaire x plus y, produit scalaire au sens de q, moins UQ de x, scalaire x, produit scalaire au sens de q, moins UQ de y, scalaire y, au sens de q. On développe tout ça et on exploite le fait que UQ est auto-adjoint. On voit déjà que le terme UQX, par linéarité, je vais pouvoir les séparer, mais UQX contre X va se simplifier avec lui. De même, le terme UQY contre Y va se simplifier avec lui. Et il va rester UQ de X scalaire Y plus UQ de Y scalaire X. Mais on avait déjà dit que UQ est, par construction, un endomorphisme auto-adjoint pour la structure euclidienne indice Q. Donc ces deux choses égale 1/2, il ne faut pas oublier. Donc puisque UQ est produit scalaire indice, crochet indice Q majuscule auto-adjoint, ces deux choses coïncident et valent UQ de X contre Y au sens de Q. Ok, donc oui, j'aurais peut-être dû mettre l'accent avant sur ça. Donc on a cette égalité. Et donc maintenant on va pouvoir revenir à ce qui nous intéressait, à savoir de montrer que une base Q majuscule orthonormée de vecteur propre pour UQ va être forcément
Q minuscule orthogonal. Et il s'agit donc de faire un calcul. On se donne deux entiers distincts entre 1 et n. Et on va calculer phi q de EI contre EJ. Phi q de quelque chose contre quelque chose d'autre, d'après la formule qu'on a rappelée ici, qu'on a démontrée ici, c'est UQ de ce quelque chose contre l'autre. Donc ça, c'est égal à UQ de EI contre EJ, produit scalaire au sens de Q. Mais maintenant, UQ de EI est proportionnel à EI, puisque EI a été sélectionné comme étant une base de diagonalisation de U indice Q. Donc ça, pour une certaine valeur propre lambda I, ça c'est égal à lambda I, produit scalaire de EI contre EJ, au sens du produit scalaire Q majuscule. Mais le théorème spectral ne nous dit pas seulement que UQ est diagonalisable, il nous dit que UQ est diagonalisable en base Q orthonormée. Et donc, EI est orthogonal au sens du produit scalaire Q majuscule à EJ, et ceci vaut donc 0. Voilà. On a démontré la première version du théorème spectral version forme quadratique. On était parti de deux formes quadratiques Q et Q majuscule. Q majuscule définie positive. On en avait produit un produit scalaire. Grâce à ce produit scalaire, on a converti la forme Q minuscule en un endomorphisme auto-adjoint U indice Q. On a appliqué le théorème spectral version endomorphisme à l'endomorphisme auto-adjoint U indice Q au sens du produit scalaire indice Q majuscule. On a vu que une base de diagonalisation Q orthonormée, qui est le résultat de ce théorème spectral version endomorphisme, sera automatiquement une base phi Q orthogonale, c'est-à-dire une base Q orthogonale. C'est exactement cet énoncé qui a été démontré. Il existe une base Q orthonormée, elle est Q orthonormée par construction, qui soit Q orthogonale. Très bien. Alors, disons maintenant comment se traduit ceci en termes matriciels. Ok, donc montrons le 2. Dans le 2, je rappelle, on se donne deux matrices B et A avec A définie symétrique, définie positive, et on veut montrer qu'il existe une matrice P telle que transposer P à P soit la matrice identité, et transposer P, B, P soit une matrice diagonale, avec des valeurs diagonales qui ne nous intéressent pas énormément, mais diagonales en tout cas. Ok. Allons-y. Donc, soit A, une matrice symétrique réelle définie positive, et B symétrique. Alors, on peut associer à A et à B des formes binaires symétriques et de façon équivalente des formes quadratiques sur Rn. Notons Q indice A et Q indice B, les formes quadratiques définies par sur Rn. Donc ici, on travaillera non plus dans un espace vectoriel V abstrait, mais dans Rn, avec QA d'un vecteur x qui est donné par transposé de x à x. L'hypothèse que A est une matrice symétrique définie positive traduit exactement que QA est une forme quadratique définie positive sur Rn, et de même QB est égal à transposé x bx.
Donc ce sont bien deux formes quadratiques. Les formes binaires associées, qu'on pourrait noter phi indice A et phi indice B, donc de forme polaire. Phi indice A, qui est définie sur xy dans Rn, je vais un peu plus vite, comme AX scalaire Y, et phi B, la forme binaire symétrique, qui a xy associe bx scalaire Y. Alors, dans tous les cas, on a une forme quadratique définie positive QA, on a une forme quadratique QB. La propriété 1 de ce théorème s'applique et nous dit qu'il existe une base QA orthonormée qui soit une base orthogonale au sens QB. Donc d'après 1, il existe, on va peut-être le faire en termes de forme binaire plutôt, il existe B ronde, une base de Rn, qui est une base phi indice A orthonormée. Phi indice A est un produit scalaire. Et phi indice B orthogonal. Ouais, c'est ça, orthogonal. Alors, notons P, la matrice de passage de la base canonique à B ronde. Donc, c'est la matrice de la famille B relativement à la base canonique que j'appelle Bcan. Ok. Alors, on va peut-être le faire ici. Alors, d'après les formules qu'on a vues dans la première vidéo, on sait que la matrice de la forme binaire phi A relativement à la base canonique est donnée par la matrice des phi A de... je ne vais peut-être pas les appeler... Non, si. Les vecteurs de la base canonique, je les appelle E1, En. Donc c'est la matrice des phi A de EI, EJ, c'est-à-dire c'est la matrice des transposés... comment on avait fait ça? On avait fait transposer X, transposé du vecteur EI, fois la matrice A fois EJ, pour I et J entre 1 et N. Et là, on fait le calcul matriciel. Ça, c'est le vecteur avec le transposé, c'est le vecteur ligne avec une seule coordonnée non nulle qui est à la IM colonne équivaut 1, et toutes les autres coordonnées sont nulles. Ça, c'est le vecteur dont toutes les coordonnées sont nulles, sauf la JM, à la JM ligne. En faisant le calcul, on trouve que ça, c'est le coefficient, le AIJM, coefficient de la matrice A, c'est A. Donc la matrice de cette forme binaire symétrique associée à la matrice définie positive A, relativement à la base canonique, c'est la matrice A avec laquelle on avait commencé. Pour les mêmes raisons, la matrice de la forme binaire symétrique associée à la matrice symétrique B, relativement à la base canonique, sera égale, même calcul, à B. Alors maintenant, on va appliquer la formule du changement de variable. Du changement de base pour les formes quadratiques, ou pour les formes binaires symétriques et leurs matrices. Et on sait que la
la matrice maintenant de phi relativement à la nouvelle base, qui est la base qu'on a construite, qui est une base de diagonalisation, de A par exemple, ce sera la matrice qui est obtenue, formule du changement de base pour les matrices de forme binaire symétrique, comme produit matriciel de la matrice de passage, transposer la matrice de passage avec la matrice de la forme binaire symétrique phi A relativement à la base canonique, fois P, c'est-à-dire, d'après ce qui précède, transposer P à P. Et de même, la matrice de la forme binaire symétrique phi B relativement à cette nouvelle base B ronde, s'écrit comme la transposée de P fois la matrice de la forme binaire symétrique phi B relativement à la base canonique, fois P, et ça c'est égal à transposer P BP. Ok. Mais maintenant, réfléchissons, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, si je reviens et que je leur donne des noms à ces vecteurs, ça je vais dire que c'est la base des epsilon i, epsilon 1 jusqu'à epsilon n. Cette base B est une base de Rn qui est phi A orthonormée. Donc quand on exprime cette matrice, qui est donc la matrice des phi A de epsilon i, epsilon j, pour i et j entre 1 et n, puisque les epsilon i sont phi A orthonormés, ceci, c'est le Kronecker de ij. Donc au final, on obtient la matrice identité. On peut raisonner de même ici. Alors, la famille B, la base B ronde, epsilon 1, epsilon n, n'est pas orthonormée au sens de phi B. Par contre, par construction, elle est phi B orthogonale. Donc ça veut dire que sur la diagonale, on n'a pas forcément des 1, mais en dehors de la diagonale, on aura des 0. Donc ça, ce sera une matrice diagonale, puisque en dehors de la diagonale, c'est des indices dépareillés, et pour les indices dépareillés, par phi B orthogonalité, le produit scalaire, enfin la forme binaire, vaut 0 dessus. Donc ça, c'est une matrice diagonale, avec sur la diagonale, phi B de epsilon 1, enfin, on peut directement le dire, QB de epsilon 1, etc. jusqu'à QB de epsilon n. Très bien. Voilà, c'est exactement le genre de décomposition qu'on voulait. L'existence d'une matrice inversible P, elle est inversible puisque c'est une matrice de passage, qui satisfasse à ces deux conditions là. Ok. On va s'arrêter là-dessus. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin cet exposé sur la version forme quadratique du terme spectral. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.